Chers auditeurs, bien le bonjour, bien le bonsoir de là où vous nous écoutez. C'est toujours un plaisir de vous avoir, de passer ce moment avec vous. La deuxième saison, elle a bien commencé, elle se passe bien, et puis j'espère que tout va pour le mieux chez vous aussi. Alors les amis, aujourd'hui nous recevons une étoile qui est une dame de fer. Et je ne dis pas ça parce qu'elle nous vient tout droit de Bassard, hein. Je dis ça, voilà, parce que voilà, cette dame, elle sait se faire entendre et elle ne recule devant rien. La Dream Girl qu'elle était est aujourd'hui surtout connue pour être une femme créative et talentueuse, une femme d'action, une femme engagée, une femme peut-être leader. Et tout récemment, nous avons également découvert une femme généreuse. En tout cas, moi, j'ai découvert une femme généreuse, résiliente et forte. Toutes ces facettes, on en parlera tout à l'heure. Mais bon, on va déjà commencer par lui dire à quoi bas, non? Alors, chère écrivaine, journaliste, activiste, blogueuse, tout ce que tu veux, bienvenue dans les étoiles du bled, chère Nunfo Marthe Faré. Merci Marek, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. J'espère que tu vas bien. Je vais super bien. Et toi et vous derrière? Écoutez, on va bien. En tout cas, je parle pour mes auditeurs. Je pense qu'ils vont bien aussi. Je vais bien. Si tu vas bien, nous allons bien. Et puis voilà, c'est ça. Alors, on va pas perdre de temps. On passe direct à la présentation parce que voilà, j'ai fait une introduction. Là, tout le monde est déjà curieux. On veut savoir c'est qui cette personne-là. Donc, c'est parti pour la présentation. Silence, s'il vous plaît. Place à la présentation. Qui je suis, je dirais, je suis Marthe Faré, togolaise de Bassard. J'ai quoi, bientôt 40 ans, hein. J'ai pas de problème, j'ai bientôt 40 ans. Avant, je fus journaliste, parce que je suis journaliste de formation. J'ai exercé la profession de journaliste pendant plusieurs années. Et après, je suis rentrée dans la communication institutionnelle où je suis jusqu'à présent. Mais à côté, je suis écrivaine, je suis spécialiste genre, puisque je travaille beaucoup sur les questions de genre et de développement. Je suis activiste. Oui. Oh, je suis... Vas-y, Tu... Mais tu as plusieurs casquettes. Tu as plusieurs casquettes. Justement, j'ai beaucoup de choses. Dans les étoiles du bled, ce qui nous intéresse et beaucoup, c'est voilà, le côté production artistique et tout ça, ou performance sportive, etc. Et donc, on va réserver voilà, une partie spéciale pour le côté production littéraire. Parce que voilà, tu es une romancière, une novelliste, une blogueuse. Je suis romancière, je suis productrice de cinéma. Voilà, ça là. Je suis formatrice en leadership et je fais du coaching en art oratoire. Je crois que je fais beaucoup de choses. Nous demandons pardon. Tout ça là, c'est beaucoup. Mais on va décortiquer tout ça tout à l'heure. Avant, nous on veut quand même, avant de rentrer maintenant dans le propos même de ton travail, de ce que tu as produit, on veut savoir au-delà de tout ça qui tu es, parce que tu as parlé de Marthe. Tu as parlé de Marthe, mais Marthe c'est qui? On sait que voilà, peut-être tu viens de Bassard, fille d'un gendarme. Oui. Et oui. qui a beaucoup bougé dans les coins et recoins, dans les petites contrées du Togo. Et puis, on se rend aussi compte que Marthe, à la base, elle voulait être hôtesse de l'air. C'est vrai, ça, c'est des rêves d'enfant. En fait, Marthe, c'est cette personne-là. Je vais parler un peu, ça fait un peu un but de soi, mais je vais parler de Marthe à la troisième personne. Marthe est d'abord mère. Marthe, c'est une mère parce que ça, c'est une fonction à temps plein que je me suis découverte ces dernières années. Mais également, Marthe, quand j'étais enfant, j'adorais le voyage. Même adulte, j'adore le voyage parce que j'ai tellement voyagé. Je continue de voyager dans le monde que le voyage et moi, ça fait
deux. Enfin, Mm. ça fait la même personne, deux personnes différentes. Ce qui fait que tous mes métiers, tous mes choix professionnels étaient essentiellement orientés vers des métiers qui permettaient de voyager, Mm. comme le journalisme plus tard, mais comme hôtesse de l'air plutôt. Mais bon, je fais 1,65 m. À l'époque, les hôtesses, il fallait être un peu plus grande et tout. Donc, Mhm. ce qui a fait que, bon, c'est un rêve d'enfant qui n'a pas pu se réaliser, mais c'est pas bien grave. J'ai fait d'autres choses plus passionnantes Ok. dans le journalisme. Et j'ai beaucoup voyagé dans le monde et je vais même te faire la petite confidence. L'un des voyages qui m'a beaucoup le plus marqué, c'est quand je suis allé à Auschwitz et Ok. Birkenau en Pologne. Je suis allé sur le mémorial de la Shoah dans les deux Mhm. villes. Et ma foi, ça a été très dur. Mais ça fait partie des voyages, ça fait partie des découvertes, ça fait partie de ce qu'on connaît dans le monde. Et Marthe, c'est cette maman poule de deux enfants Mhm. qui adore également, au-delà de sa vie publique, parce que j'ai une vie publique très présente, Mhm. être dans mon petit cocon familial, refermé sur moi-même. C'est d'ailleurs le pan de la vie, de ma vie sur lequel je lève très peu de voiles. Ma Mhm. vie, et particulièrement mes enfants, parce que c'est mon jardin secret, c'est la seule chose que je garde vraiment pour moi et Mhm. qui me définissent vraiment. Mm. Et ça, on peut très bien le comprendre, hein, cette volonté-là de pouvoir garder un peu de soi pour soi quand on est une personne publique pour les autres. Donc Mm. voilà, et comme tu le disais tout à l'heure, bon, le rêve de Tess de l'air n'a pas pu se réaliser, mais il y a une autre passion, parce que madame est quand même assez bavarde, donc il fallait mettre ce talent à profit. Donc tu te tournes vers le journalisme, vers la Ouais. communication. Mm. Après tes études à Lille, tu reviens comment dire, au Togo ou tu occupes Oui. pendant longtemps le poste de chef de service communication et relations publiques à l'Agence nationale du L'Agence volontariat nationale du du Togo. volontariat Je du pense que, Togo. bon, tu nous diras si tu es toujours en poste, si ce qu'il en est. Mais aussi, tu es activiste, comme tu le disais tout à l'heure, Mhm. un engagement social et solidaire de force, de malade. Oui, cette partie aussi me définit. Je crois même que ces dernières années, j'ai beaucoup plus travaillé sur le volet activisme et engagement social. Je travaille beaucoup sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Ok. Ça a d'abord été une passion, des faits déclencheurs, des éléments déclencheurs dans la société qui m'ont poussé vers cet engagement-là. D'abord, c'était d'abord de l'engagement pour la cause des gens au besoin. Mais Ok. aujourd'hui, c'est au-delà du service à l'autre, c'est beaucoup plus également essayer d'apporter justement cette touche-là dans la société dans laquelle nous vivons, où parfois les violences sont banalisées. C'est pour ça que j'ai peut-être ramené un peu de ça sur les réseaux sociaux, où c'est pas du tout facile de gérer ça sur les réseaux sociaux, mais justement, la plupart du temps, c'est difficile. J'éprouve des difficultés à parler de moi quand on me dit qui es-tu? Parce que comme on vient de le voir, je suis Marthe, la professionnelle de communication, Marthe, un temps journaliste, Marthe écrivaine, Marthe productrice de cinéma, Marthe engagée sur les causes sociales, Marthe spécialiste genre, Marthe militante féministe. Ça Ouais. fait tellement gros qu'à un moment donné, je me dis, parfois même moi-même, je me perds un peu dans les méandres de ces Bah, différentes. en même temps, tu es un peu de tout ça, ou tu es beaucoup de tout ça, et c'est tout en ton honneur. Mais nous, voilà, déjà, c'est, comment dire, c'est bien de pouvoir ramener tous ces éléments-là et que, voilà, chacun puisse au moins se faire une idée ou s'attacher, s'identifier à une particule ou à une partie de Mars. Donc, c'est déjà ça. Alors, pour te connaître encore un tout petit peu plus, on va te poser des questions comme ça qui sortent de la femme engagée, de la femme ceci et cela. Et puis on va te demander, déjà dis-nous, hein, c'est quoi, quel a été ton acte le plus rebelle pendant ton adolescence? De toute façon, on voit que tu aimes bien, tu es très Oh, dynamique là. Tu et dois avoir mes une belle à nous parents, raconter. actuellement, mes parents, avant de répondre, je dis toujours, si ma fille me sert le quart de ce que j'ai servi à mes parents adolescents, c'est que elle et moi, entre nous deux, quelqu'un va finir à la mort. C'est pour dire que j'ai pas du tout une adolescente facile. J'ai Mhm. eu deux actes qui, jusqu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, je les interroge. Le premier, c'est que j'ai fugué de la maison. Je suis Ok. partie de la maison, j'étais en classe de terminale. Le jour de l'éclipse totale de soleil à Lomé, je suis partie de chez moi.
Ok. Et j'ai vécu en dehors de ma maison pendant plus de 12 mois toute seule, avec d'énormes difficultés, avec de grands problèmes. Mais comme j'étais en tant qu'adolescente décidée à Mhm. me donner raison contre mes parents, j'ai refusé de rentrer à la maison jusqu'à ce que j'obtienne le bac d'ailleurs. Je suis Ah oui. partie, je suis partie en classe de terminale et je suis rentrée chez mes parents après que j'ai eu le bac. La deuxième, c'est j'ai essayé de... Enfin, j'ai menacé mes parents de me jeter sous une voiture Ok. euh, et je l'avais même tenté. Donc, enfin, voilà un peu. Ah ouais, quand même, c'est de gros dossiers là. Hein. Je dis, ma fille Là, me fait ça, elle va finir à la morgue, c'est là, sûr. on découvre la marque téméraire. En tout cas, l'adolescente pas Rebelle. facile que j'ai été, oui, la très grosse rebelle, très gros caractère. Et quand on a un papa gendarme, tu imagines gros Le caractère, clash. papa gros caractère. Et ça clash Boum. un peu. Oh là là. Hum. Oh, ça, celle-là, elle est très bonne. J'ai bien fait de la poser. Alors, la deuxième question que je vais te poser, elle est celle-là. Dis-moi, quelle est cette personne avec qui tu aimerais être bloqué dans un ascenseur pendant 1 heure? Tu peux choisir n'importe qui. Tu donnes un nom, même Jésus, on te le ramène. 1 heure. Moi, je vais choisir un personnage fictif. Ok. J'aurais voulu être bloqué dans un ascenseur avec Olivia Pope. Ok. Le D'accord. personnage Olivia Pope. En grandissant dans mon métier de communicateur, Mm, je disais, mais faut que je finisse comme Olivia Pope. Olivia Pope était devenue ma référence en mm, matière de communication. Et j'étais très passionnée par la communication politique, même si je ne m'y suis pas orientée, j'étais super passionnée par la communication politique. Et j'aurais voulu passer juste 1 heure avec Olivia Pope et lui poser plein de questions. oh là C'est-à-dire là. que déjà, j'aurais passé 15 minutes à la regarder, Mm, mais après, sur les autres 45 minutes, je crois que j'aurais fait un livre sur comment on gravit les échelons professionnels. mm, De cette manière-là, comment est-ce que on devient Olivia Pope parce que on ne naît pas Olivia Pope, on mhm, devient Olivia Pope. Il y a un parcours, il y a des sacrifices, euh, il y a des choses à faire. Qu'est-ce qu'on sacrifie, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on prend, mm. etc., etc. Oui, Olivia Pope. Ok, alors, c'est qui la personne la plus connue dans ton répertoire en ce moment? Dans ton carnet d'adresses? Oh, il y en a plusieurs. Hmm. Mais Il la y en a personne plusieurs. qui, selon toi, est la plus connue? Wow. Bon, je vais faire Déjà-Lumé. La personne la plus connue de mon répertoire, je vais pas citer d'écrivain, la ministre de la Com. La ministre de la Communication. Awa Kwigan. Oh, ok, ok, ok. Ah non, j'en ai plus dans mon répertoire. La PM. Ah, ok. Oh, excusez-nous, madame. Non, Ah bah, c'est vrai que... c'est une dame que j'avais en admiration, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler au ministère du Développement à la base. Bah évidemment. Hmm, ok, ok, ok. Tu n'as pas Emmanuel Adebayor, les Toufan ou... Non. Non, pas du tout. Hmm. Ok. Alors, une chose que tu n'aimes pas chez toi, mais que tu ne pourras jamais changer. Oh purée, je suis têtue comme une mule. Têtue aujourd'hui, têtue hier, têtue demain. Et même si on me dit moi-même d'arrêter d'être têtue, ça va m'étonner et je vais me rebeller et être têtue comme ça. Ok, Têtue comme une mule. ok. Et pour finir, quel a été ton plus bel acte, ouais, ton plus bel acte de générosité? Oh, mon plus bel acte de générosité. Il faut dire que dans mon métier de travailleuse sociale, il y a beaucoup de choses. Mais je suis tombée amoureuse d'une jeune fille il y a quelques années, il y a 3, 4, non, un peu plus. J'étais en mission à quelque part au tréfonds du Togo. Et il Hmm, y avait une petite fille sur laquelle je suis tombée en classe de première. Si tu me permets, je raconte rapidement oui. l'histoire. J'étais arrivée dans la classe, on devait faire un reportage et tout. Et je lui dis, ah,
en fait, qu'est-ce que vous voulez devenir? Je taquine un peu. Elle dit journaliste. Et tous ses camarades éclatent de rire. Et une de ses camarades dit, toi, qui qu'on veut marier? Ah, la dit là, toi, tu penses que tu vas finir journaliste comme madame et tout. Je dis, ah bon? Comment tu t'appelles? Elle me donne son prénom. Je dis, d'accord. Je vais aller avec toi chez tes parents. Je vais m'engager auprès de tes parents. Quand tu vas avoir le bac, je vais te prendre à Lomé. Tu vas venir chez moi. Je vais te payer tes études de journalisme. Tu vas vivre chez moi à la maison. Je vais te payer mes études, les études de journalisme. Et si tes parents sont évidemment d'accord. Donc on finit, je la prends en voiture. On va chez ses parents. Il faut dire que j'étais, enfin, c'était au fin fond, où il faisait super chaud. Donc, tu vois, j'étais en débardeur, les sous-corps d'homme là, et Mhm. puis un jean, enfin, En short. zébré, oui, un jean zébré de partout. Mm. Et je suis allée, j'ai rencontré sa mère qui ne parlait pas un seul mot de français, mais on a essayé de converser comme on pouvait. Et j'ai pris cet engagement chez cette fille. Et dès qu'elle a eu le bac, le lendemain du bac, elle a atterri chez moi. Et c'est aujourd'hui ma fille. J'ai une grande fille de 22, 23 ans. Waouh. C'est mon Cette plus... question n'était pas anodine. Je connais cette histoire. Je l'ai apprise. Et j'attendais à ce que tu me répondes celle-là. Et si tu ne l'avais pas fait, j'aurais dit, mais attends, comment Mais est-ce que tu tu as passes à fouillé côté de ma ça? vie. Tu es allé fouiller dans J'ai des... fait des recherches, j'ai fait des recherches et puis voilà, je suis tombé sur cette histoire. Je me suis dit, mais tiens, franchement, si chacun de nous pouvions nous en inspirer et faire un truc similaire, je pense qu'on aurait plus de journalistes, plus d'avocats, plus d'athlètes, plus de je ne sais quoi dans le monde. Et enfin, dans notre petit monde qu'est le Togo en tout cas. Donc franchement, merci pour ce bel acte de générosité. Et puis voilà. Ta fille, nous lui envoyons un grand cœur comme ça là. J'ai même tenté pour te dire, parce que j'ai échoué, donc je peux te le dire, d'essayer d'avoir son contact pour qu'elle t'envoie un message là en ce moment pour voler une larme et tout. Mais j'ai pas réussi. Je me suis dit, bon, c'est pas grave et tout. Ben, En tout cas, voilà, chers amis, vous avez une grande découvert. fille, hein. Ma Mhm. fille, j'ai une universitaire à la maison. Ah, au-delà de la Marthe engagée, au-delà de la Marthe romancière qu'on va encore découvrir davantage tout à l'heure, de la Marthe chef chargée de communication et tout, on a découvert la Marthe têtue, la Marthe rebelle et la Marthe super généreuse. Donc, merci pour ce moment de présentation. On va passer à l'œuvre. Mes fans, prêtez attention. On va écouter Tonton Marat, qui est l'invité du jour, parler de son œuvre. Alors, chère Marthe, encore merci de passer ce moment avec nous. Pour l'instant, comme d'habitude, je me régale et j'espère que tu passes un bon moment aussi. Alors, on est maintenant dans le terrain de ton œuvre, de ce que tu as fait, de ta production et voilà. Avant qu'on en parle un tout petit peu plus, je pense qu'à ton actif, tu as 3 ouvrages publiés, si je ne me trompe Et pas. 3 ouvrages Donc, publiés, il y a La donc sirène des bas-fonds, il y a oui. Rival et il y a Et puis, il y a Motamo, qui est un Exact, qui est ouvrage un ouvrage collectif. Ouais. collectif. Donc, on va Ouais. les aborder très rapidement. On va peut-être passer un tout petit peu plus de temps sur l'ouvrage phare Rival, qu'on va aborder en dernier. Mais avant, moi, j'ai envie de savoir comment l'écriture entre dans ta vie. Dis-nous un peu et je poserai une autre question juste après. Ma réponse va faire cliché, mais et pourtant c'est très vrai. J'ai toujours eu l'écriture en passion depuis que j'étais toute petite. En fait, j'ai découvert l'univers romancier, l'univers littéraire. J'étais au CE2. Ma mère était abonnée à une bibliothèque. Ma mère est une grosse, super, super grosse lectrice. Et pour la petite histoire, dans toutes les villes où nous sommes passés, parce que papa est gendarme, on faisait 1 an, 2 ans dans les villes quand on était enfant et tout. Maman finissait toujours la meilleure lectrice de toutes les bibliothèques dans toutes les villes où on est passé, de toutes les bibliothèques publiques. Et on la distinguait toujours C'est déjà meilleure une bonne lectrice. chose de savoir qu'il y avait des bibliothèques ou qu'il y a des bibliothèques au moins dans toutes les petites villes ou dans toutes les villes du pays. Oui, il y avait Ok. les claques, il y avait des petites bibliothèques communautaires et tout. Et à l'époque, maman m'a demandé d'aller lui prendre 2 romans. En fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme elle lit super vite,
On avait droit à 2 romans par semaine à la bibliothèque par abonné. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a inscrite et elle prenait aussi 2 livres pour moi. Donc, ça lui Mhm. faisait 4 livres 4. sur le mois. Et je devais aller à la bibliothèque, justement, lui chercher les livres. Quand je suis allée, j'ai dit au bibliothécaire que ma mère a dit en réalité de mettre cet abonnement sur le nom de son abonnement sur le nom de mon grand frère et d'ouvrir un autre abonnement à mon nom. Mhm. Donc, je prenais les livres de maman, elle donnait une liste parce que quand elle venait, elle identifiait des livres et moi-même, j'ai pris des livres. Sauf que j'ai pris des livres pour adultes auxquels je ne connais absolument rien. Et j'avais pris, le premier livre que j'ai pris à la bibliothèque au CE2 était un livre de Barbara Cartan. Ok. J'imagine au CE2. Je suis en train de lire du Barbara Cartan. J'ai pris le C'est livre, plutôt un peu romance, et c'est sensualité, tout un ça. peu romance, enquête, dans la zone de Guy Descartes, un peu cet univers-là. Ok. Et c'est ma mère qui m'a fait découvrir Guy Descartes d'ailleurs. Mm. Et je prends le livre, je suis obligée de cacher sous mon lit parce que je n'avais pas le droit d'avoir une bibliothèque. Et je lisais des livres d'univers beaucoup plus éloignés Mature, que adulte. l'univers d'enfants. Si je ne pouvais pas prendre de bande dessinée parce qu'elle saurait que ça venait de la bibliothèque et tout. Donc, je prenais juste des livres d'adultes que j'ai commencé par lire. Et c'est petit à petit, j'ai commencé par... Et puis, la petite révoltée que j'étais, quand j'avais quelque chose à dire, je l'écrivais. Et même dans ma vie de tous les jours, quand je me fâche, j'écris une lettre à mon mari. Je peux en écrire jusqu'à 25 pages Word. Et ça, c'est mon championnat. En fait, en colère, la seule manière pour moi de me concentrer, de me reprendre, c'est écrire. Ok. Quand je prends mon ordinateur, j'ai tellement de petits tests, ça et là, parce que j'écris à l'émotion. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Très jeune au lycée, j'écrivais contre mes parents. J'avais une littérature un peu engagée contre, en fait, contre mes parents. Après, adolescente, j'ai commencé par écrire des poèmes. J'ai commencé par écrire des poèmes contre la société, des poèmes, etc. et tout. Et c'est au lycée que non, au lycée. Au lycée, j'ai écrit La sirène des bas-fonds. C'était un texte que j'avais écrit comme ça parce que c'est un texte qui me ressemble parce que même s'il ne parle pas directement de moi, il y a beaucoup de similitudes dans Mhm. l'univers avec ma propre vie. Et donc, j'ai déposé ce texte-là. Et c'est à la rencontre d'un écrivain dont je choisis de taire le nom, qui m'a dit, écoute, je te vois étudiante de lettres, tu as la capacité, parce que de tous tes camarades, tu as l'air très imprégné dans la littérature. Pourquoi tu n'essaierais pas d'écrire? J'ai dit, ah, j'ai écrit un truc. Il m'a dit, bah, fais lire. Il me dit, bah, écoute, publie. Que, que publie. Je ne te dis pas c'est bon, je ne te dis pas que c'est mauvais, mais publie parce que dans le parcours d'écriture de chacun, il y a des livres ou très bons ou très mauvais, mais qui font partie du parcours. Écoute, Mhm. je te fais une préface, tu publies. Donc, c'est comme ça que, tout bêtement, j'ai publié mon premier livre, La sirène des bas-fonds. Et puis, le deuxième, Rival, je voulais que ce soit une écriture confirmation. Mm. Je ne voulais pas... euh, je- c'est vrai que j'ai baigné dans Adoras, Guy Descartes, Barbara Cartan, enfin, tout l'univers de Isaïe Biton Koulibaly, c'est les univers de ma mère. Mm. Isaïe Biton Koulibaly et tout. Mais je voulais une écriture qui me convienne et qui traite de sujets qui me conviennent. Donc, c'est comme ça que j'ai écrit Vival. Voilà. Ok. Du coup, j'ai commencé Donc, très tôt très et tôt, c'est passion pour parti. la lecture et puis le fait que quelque part l'écriture très tôt était une thérapie pour toi. Quand ça va mal, j'écris. Quand ça va bien, j'écris aussi. Pas souvent. Pas Quand ça va souvent. bien, je peux écrire. Quand ça va bien, je sais ce que tu fais. Tu danses. Quand ça va bien, tu danses. Oh oui, Alors, quand ça va du bien. coup, j'imagine que ta maman ou les parents, ils étaient quand même fiers de voir que tu t'es mise à écrire et que tu as publié. Ils t'ont soutenu dans ce parcours. Mes parents m'ont soutenu. En fait, mes parents ont toujours été là. Vous savez, le paradoxe des relations parentales en Afrique pour une certaine génération. Mm. Euh, j'ai fait un événement, j'ai dit à mes parents, j'ai un livre, je dois le sortir. Ils sont venus.
Mes parents ont toujours été là à chaque fois que j'ai fait un livre, même s'ils ne connaissent pas mon process d'écriture, même si, au fond, on n'a jamais discuté du contenu de mes livres. Ok. Et je me souviens quand j'ai sorti Rival, quand ma mère a fini, elle a voulu faire un commentaire, j'ai dit, cet univers-là, pardon, En plus, n'en parlons en pas. lectrice avisée, Oui, j'ai dit, n'en parlons pas parce que ça va être compliqué entre toi et moi d'aller sur cet univers. Lis en lectrice, apprécie ou pas, mais ne va pas sur ce terrain parce que je ne veux pas discuter avec toi de Rival, qui est un roman assez trash sur certains aspects. Je n'ai pas envie de discuter de ça avec toi et on n'en a jamais discuté. Voilà. Mais ils sont toujours très présents. Si je dis à ma mère, j'écris, elle dit, j'ai envie de lire, je dis non, tu ne liras pas, tu tu diras découvriras. quand Mais ça va sortir. voilà, exactement. Ok, alors donc du coup très rapidement on va passer en revue comment dire les différents ouvrages. Il y a d'abord La Sirène des Bas-fonds que tu sors en 2011 aux Mhm. éditions Aoudi. Et du coup je t'avoue que je n'ai pas eu l'occasion de le lire, donc je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Donc très rapidement en 30 secondes tu peux nous dire, tu peux nous raconter un peu la trame de façon à ce que ça donne envie d'aller le chercher. La Sirène des Bas-fonds, c'est l'histoire d'une adolescente rebelle. Ok, d'accord, on est dans le thème. Dans le thème, l'histoire d'une adolescente rebelle qui, au lycée, a découvert l'amour et s'est opposée à ses parents contre toute attente, s'est opposée à tout le monde pour son amour, ce qui a entraîné une coupure Ok, entre ses parents. Elle a dû quitter la maison, ça a super très mal fini, etc., etc. Bref, le reste est dans le livre. le reste est dans le livre. Maintenant, entre parenthèses là, maintenant qu'on revient dessus là. Tout à l'heure, tu as fait semblant de dire quelque chose. J'ai fait comme si j'ai entendu, j'ai rien dit, mais j'ai entendu. Ah, j'ai fugué de la maison, je suis parti, je suis revenu après le bac. Quand tu as fugué là, tu es parti où? Pendant toute l'année du bac, tu étais où? Tu te nourrissais comment? Tu vivais comment? Rapidement. Et après, on revient maintenant sur, sur la suite. Moi, je suis partie de chez moi, j'ai vendu un téléphone. D'abord, histoire vraie, quand je suis partie de chez moi le soir, là, j'ai dormi dans une école. La première semaine, j'ai dormi dans une école, Ok, l'école primaire d'Atiégou, l'école primaire catholique d'Atiégou. J'avais pris une valise à la maison, j'ai mis mes affaires et je suis partie. Et j'allais dormir dans l'école. Je dormais dans une salle de classe sur les tables d'enseignants, là, les grandes tables d'enseignants. ok. Un drap, je me couvrais là-dessus, je dormais là-dessus. Et au petit matin, quand les premières lueurs de soleil commençaient, je prenais ma valise, je repartais ailleurs, j'allais rester chez des camarades, des trucs comme ça, euh, en attendant qu'il fasse nuit. Ok. Donc, j'ai fait ça la première semaine, j'ai dormi dans une école toute la première semaine. Et la deuxième semaine, mon petit ami d'alors m'avait proposé, ah, il peut m'héberger chez un de ses cousins. Et il m'avait hébergé justement chez son cousin. Mais après, j'ai vendu un de mes téléphones, qui était même l'objet de la dispute avec mes parents à l'époque. Mon papa a pris un téléphone ne sachant pas que j'en avais un autre. Oh là là. Et, euh, il dit, et j'ai vendu le téléphone à 24 000 francs. J'en parle avec émotion, à 24 000 francs. Et je suis allée louer quelque part dans Atiégou, quelque part, où je payais un loyer de 6 000 francs par mois. Ok. Et sans électricité, sans eau. Mais je vivais là. Je dormais à même le sol sur une natte. Et c'est même pas fini. J'allais travailler. J'avais laissé l'école en plan pour aller travailler à Meshamina. Ok. Donc, j'allais travailler à Meshamina. Je travaillais de nuit. Avec Je les faisais femmes ouvrières. avec les femmes ouvrières. Je travaillais la nuit. Et le matin, je venais dormir un peu. Comme je reprenais la classe de terminale, je n'allais plus à l'école. euh, je, je venais reviser mes cours de l'année dernière en me disant, écoute, c'est les mêmes cours, le bac ne va pas changer, donc je vais réviser ces cours-là, puisque je crois que j'ai fait le premier semestre à l'école et à la suite de la dispute avec mes parents, puisque la dispute avait pour origine l'école. Mhm. Il y a un incident qui s'est passé dans l'école et donc je n'allais plus à l'école et
Quand je revenais de Meshamina, je refusais. Je suis même tombée très malade, jusqu'à je vomissais même du sang une fois, parce que j'avais faim. Hmm. J'avais vraiment faim. Parce que le premier mois était difficile, parce que j'avais rien. Et il fallait marcher, tu vois, d'Atig ou derrière, sur le contournement, quelque part Mhm. derrière encore, pour aller à Meshamina, aller travailler. Et la seule occasion de repas que j'avais, c'était à Meshamina, parce qu'on travaillait la nuit, on faisait une pause, on mangeait. Et donc, je revenais chez moi et le soir, il fallait que je retourne là-bas. Et c'est seulement la seule occasion que j'avais de manger. Et j'ai et ma vie. Bref. Donc, j'ai fait ça pendant le premier mois, le temps d'avoir le premier salaire et de pouvoir économiser petit à petit. Et quand il me restait, je crois, un mois avant le bac, j'ai laissé tomber. Et je me suis concentrée, j'ai révisé sur le bac que j'ai d'ailleurs eu cette année-là. Dans ces conditions-là. Oui. J'applaudis. Bravo, 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 bravo. Mais maintenant qu'on y est et qu'on est C'est une sérieux. histoire que même mes parents ne connaissent pas. Mes parents Mais savent que je suis partie de la maison, où est-ce que je suis. Il paraît que ma mère avait cherché jusqu'à savoir où j'étais, même si elle n'était jamais venue. Elle avait quand même cherché, elle avait trouvé où j'étais. C'est elle-même qui me l'a dit après. Mais comment j'ai vécu, dans quelles conditions, on n'en a jamais reparlé. Enfin, on n'en a jamais parlé. Ils m'ont jamais posé de questions. Mais et bon, du coup, voilà. ils découvriront avec ce podcast s'ils l'écoutent. Je crois que Oh oui. là là, c'est ça qu'on cherche. Mais du coup, allons jusqu'au bout du Papatoya. L'anecdote, que je dis l'anecdote, du coup, l'incident de l'école qui est à la base de tout ça, c'était quoi exactement? Wow. C'était une histoire assez complexe. Je pense aussi que mes engagements pour les droits des femmes ont pour cause latente cet incident-là. Hmm. Parce que j'étais en classe de terminale, j'avais un professeur d'anglais dont je ne préfère pas taire le nom, sinon je vais en parler avec toute l'amertume du monde. Je suis très rancunière, donc je n'ai Mhm. pas fini de digérer ça. Et je suis arrivée en classe. Le matin, là, en fait, je devais, tu sais, les rotations pour balayer les classes. Mhm. Et d'abord balayer la classe. Donc, les autres étaient Emma. Nous, on était en train de, moi, je balayais la classe et tout. Et puis, un temps, le censeur m'a appelé pour, je ne me souviens plus quoi. Je vais chez le censeur, j'avais mon téléphone. C'est l'époque où les téléphones commençaient pas à être interdits à l'école. On Mhm. disait de pas amener les téléphones à Oui. l'école. Si on les amène, de les éteindre et de les garder dans le sac. Donc, quand je suis allée chez le censeur, je suis allée. Le temps de revenir, le prof était déjà en classe. Donc, on était déjà en cours. Je venais de rentrer en classe de 3 4 minutes et j'ai entendu le téléphone vibrer. Tu te souviens des vibreurs de l'époque? Mhm. Oui, Petit oui. téléphone là qui vibrait comme si tout Brrr. allait. On dirait un séisme. Hmm. Le téléphone vibre, moi je l'entends. Mais je me dis, ah, si ce téléphone continue de vibrer, je ne me souvenais pas sur les réglages sur lesquels je les avais mis pour les ranger, ça risquait de sonner. Donc je vais éteindre le téléphone et le mettre dans mon sac. Donc c'est le moment où j'ai pris le téléphone pour l'éteindre que le prof au loin m'a vu. Parce Mhm. que je venais de recevoir les fameux SMS d'alors. Mhm. Donc, il vient vers moi, il dit, donne-moi le téléphone, il me l'arrache. Mais j'ai dit, monsieur, vous savez que je viens de rentrer en classe, je veux juste l'éteindre et le mettre dans mon sac. Hmm. Il prend le téléphone, il va devant, puisque j'étais à 2 bancs avant le tableau, Mhm. il va et il se met à fouiller dans le téléphone. Et il fouille le téléphone, il dit, et il me dit, espèce de pute, sors de ma classe. Je suis choquée, je le regarde. Et bon, pour ne pas rentrer en bras de fer, parce que mon côté rebelle avait tout de suite pris le dessus, et pour ne pas rentrer en bras de fer avec lui, je suis sortie de la classe et je suis allée voir le censeur. Je dis, monsieur, je viens de chez vous. J'avais mon téléphone dans le casier et je voulais l'éteindre et le mettre dans mon sac quand monsieur est venu me le prendre. Et il m'a dit, je lui répète ce que le prof m'a dit. Il me dit, ah, tout et tout. J'ai dit, bon. Et mes camarades m'ont dit, après quand je suis sortie, il a commencé par lire mes SMS à haute voix dans la classe. Attends. Et je suis allée, le censeur m'a emmené, on est allé voir le proviseur.
Arrivé là-bas, le proviseur a commencé par: ouais, mademoiselle, je vous ai dit que votre jupe était trop longue. Trop Quel était le longue ou trop rapport? courte? Trop longue. Trop longue. Ok. Oui, à l'époque, les mini-jupes étaient interdites. Et moi, j'avais fait une vraie longue jupe jusqu'au pied. Et le proviseur m'avait demandé de couper la jupe parce qu'elle était trop longue. Mais où est le rapport de toutes les façons? Je ne sais pas. Donc, il revient sur le sujet. Je m'énerve et je commence par gueuler. Je m'énerve vraiment et je commence par gueuler parce que ça n'avait pas de rapport. Je ne venais pas pour un incident en classe et vous venez me parler de ma jupe au prétexte qu'elle est trop longue ou qu'elle est trop courte ou qu'on m'a demandé de la couper. Mhm. J'ai pité, Marthe, j'ai pité un câble et je suis sortie de le truc en criant et puis je viens, je prends mon sac en salle et je sors. Je quitte l'établissement et j'allais sortir de l'établissement quand une de mes profs, Madame Pressa Godian, me dit: tu vas où? Même s'il y a un problème, reste. Tu es venu pour des cours. Tu ne peux pas partir quand les cours ne sont pas encore finis et tout. Et donc, je retourne en classe. Et le prof, quand je rentrais en classe, il a commencé par crier sur moi. J'ai dit: monsieur, respectez-vous. C'est pas parce... En plus, il m'avait fait des avances. C'était un prof complètement retors, avec des comportements déplacés envers les filles. Et je dis: monsieur, respectez-vous, quoi. Parce que je ne vous permets pas. Vous m'avez fait des avances. La prostituée, c'est avec la prostituée que je suis que vous avez voulu coucher. Donc, respectez-moi. Devant la Et classe, tu l'as dit ça. oui, oh, attends. Quand Marthe est partie, elle est partie. J'ai pas de filtre quand je suis partie, quoi. Et je dis: mais respectez-moi. C'est pas parce que vous avez voulu coucher avec moi que j'ai dit non que vous allez vous permettre de crier sur moi. Donc, quand il a vu la manière dont j'étais nerveuse, il a pris ses bagages, il est sorti de la classe. Moi, je suis restée dans ma classe, j'ai fait mon cours normalement. Et le soir, je suis rentrée chez moi. Or, quand il est parti, euh, j'étais tellement en train de crier, de gueuler à l'école que mon petit ami de l'époque qui était à l'université, son petit frère était dans l'établissement, il a appelé, lui dit: ah, Marthe a pété un câble, que tu es l'une des rares personnes qui arrive à la calmer. Viens la calmer parce qu'elle a complètement pété un câble et ça tourne au vinaigre. Parce que le jour-là, je gueulais dans l'établissement. Et effectivement, il est arrivé, il me dit: écoute, Marthe, franchement, laisse ça, ne prends pas la tête avec ça, tu vois, et tout, machin et tout. Donc, quand il quittait l'établissement, apparemment, tout le monde connaissait mon petit ami. Le professeur et lui se sont croisés en route quelque part. Donc, le professeur revenait à l'établissement dire au proviseur que je l'avais envoyé, j'avais envoyé mon copain et ses amis le bastonner. Alors qu'il ne lui avait rien dit, il ne lui avait rien demandé, il l'avait dépassé tout simplement. Et donc, l'histoire a quitté l'école, est arrivée à mon père. Et celui qui doit me défendre, Sonja, dit que l'école a raison. Ça passe pas. Non, ça passe pas. Quelle que soit la manière dont je voulais avaler la pilule, ça passe pas. Parce que je pensais que mon père allait prendre ma défense. Mais sachant que c'est un gendarme très carré dans les lois et tout, j'aurais dû m'attendre au fait qu'il ne prenne pas ma défense. Mais j'étais choquée qu'il n'ait pas pris ma défense, en fait. Voilà. Ah. Aujourd'hui, la vérité est rétablie. Il va l'écouter, ils vont l'écouter et ils sauront. Je veux même pas. J'ai envie de faire des commentaires sur comment dire le rôle des éducateurs et tout ça. Mais franchement, l'histoire parle déjà d'elle-même. Les conclusions à tirer parlent d'elles-mêmes. En tout cas, chers éducateurs, vous-même écoutez et puis voyez et faites. Écoutez, voyez. On va fermer cette belle parenthèse et revenir voilà, sur nos œuvres, cette grosse et belle parenthèse. Et du coup, on va en venir au projet collectif, le seul projet collectif que tu as eu à faire jusqu'ici et le dernier aussi auquel tu as été associé, la dernière œuvre, la dernière publication à laquelle tu as été associé. Donc, le titre, c'est Mot à mot, c'est-à-dire mot, M-O-T, à mot, M-A-U, pas Y-X. Donc, du coup, c'est un recueil de nouvelles que vous avez publié en 2021 à l'initiative du club Le Littéraire. Donc, du coup, sur ce projet, il y a 10 auteurs togolais qui offrent aux amoureux de la lecture comment dire, des lignes qui abordent différentes thématiques telles que
le terrorisme, le viol, le mariage précoce, la dépendance aux réseaux sociaux, politique, homosexualité, etc. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience et puis pourquoi est-ce qu'il faut aller chercher ce projet-là et le lire? Déjà, j'ai le texte le plus court du recueil. Et c'était fait D'accord? à dessein. C'était fait à dessein parce que c'est un texte engagé que j'avais écrit Mm, où je décrivais la nuit de noces et les négociations autour de la dot d'une petite fille de 12 ans. ok. Et c'est le texte le plus court, c'est ça. Donc, allez chercher parce que euh, Mhm, c'est ça. C'est chacun dans son univers. Ce qui est intéressant dans Mot à Mot, c'est que c'est chacun son univers, mais un mhm. univers qui peut témoigner de l'intérêt des jeunes auteurs d'aujourd'hui, de tout ce qu'il y a dans le social et tout. Ok. Et du coup, ton histoire, l'histoire que tu mets dans ce livre qui date de 2021, nous permet aussi de faire le parallèle avec un événement récent qui a eu lieu et pour lequel tu as été très active sur les réseaux sociaux. Cette jeune fille de, je ne sais pas, 12, 14 ans, 13 ans, qui s'est suicidée Oui, euh, parce que, voilà, on l'a mariée de force à un adulte. Alors, cette histoire t'a énormément touché. Ce sont des choses qui arrivent encore et on se demande finalement, voilà, malgré tout ce qu'on fait, malgré peut-être même, est-ce que quelque part tu t'es senti, je veux dire, enfin, c'est-à-dire, est-ce que tu t'es dit, malgré tout ce que je fais, malgré tout mon engagement, je n'arrive toujours pas à défendre peut-être certaines filles, certaines jeunes personnes qui se font face à ces situations? Est-ce que ressens un sentiment d'impuissance par rapport à ça ou plutôt ça te donne plus de force à, à te battre davantage pour ces causes-là? Comment tu te sens par rapport à ça? je crois que le décès de la jeune fille qu'on a surnommée Justine, puisque ce n'était pas son nom, et on l'a surnommée Justine pour protéger son identité, Mhm. a m'a marqué personnellement. J'en ai d'ailleurs écrit un livre j'en ai écrit une partie de mon livre. J'en ai fait une partie de mon livre que je suis en train d'écrire, Mhm. où j'ai fait un test en fait, j'ai repris d'ailleurs l'histoire de mot à mot que Ok. j'ai amélioré, j'ai ajouté et que j'ai réorienté sur Mhm. Justine. Et l'histoire de Justine, c'est un peu, pour nous travailleurs sociaux, c'est un peu le sentiment d'impuissance où tu te dis justement, malgré tout ce que tu fais, malgré l'engagement, euh, il y a toujours ce drame-là qui vient te rappeler qu'il y a beaucoup à faire. Mhm. Il y a ce drame aussi qui vient te rappeler que ton sacerdoce, tu dois le prendre à cœur parce que c'est un sacerdoce de s'engager pour ce genre de cause, mais également ça veut dire qu'il y a du travail et que non seulement euh, tu dois, tu dois intensifier ton action, mais aussi tu dois préparer la relève. Parce que aujourd'hui, ce n'est plus... Attends, moi, je commence par rentrer dans un autre âge, hein. Je l'ai dit, bientôt je vais avoir 40 ans. Mes enfants vont commencer par grandir. Je vais avoir d'autres préoccupations, mais il faut des gens qui reprennent le flambeau. Parce que la plupart du temps, les gens pensent que le militantisme n'apporte pas de résultats. Ce n'est pas vrai. Le militantisme pousse les politiques à prendre, à prendre des lois et des actions. Mhm. C'est le militantisme qui commence avec la chose. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. On va commencer par en parler, ça va faire, ça va créer des problèmes, ça va entraîner plein de trucs. Mais à un moment donné, le politique reste conscient un peu de tout ça et justement, on fait, comment je dirais, reste conscient de tout ça et on fait, On fait une priorité, hein, ou une priorité, fait des lois. Parce que mhm. à chaque fois qu'il y a eu un événement social qui a bouleversé une communauté, des dispositions sont prises derrière pour que ça ne se Ne reproduise plus. produisent plus. Donc voilà.
En tout cas, on espère que cette histoire super touchante, en tout cas, va résonner à l'oreille des autorités de chez nous. On espère hein, que voilà, quelque chose en découlera, que ce soit une loi, que ce soit des mesures un peu plus strictes pour prévenir ce type de situation, que ce soit l'intensification des campagnes de sensibilisation, notamment dans les campagnes rurales. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. On peut s'appuyer sur les associations de la société civile qui sont déjà actives dans la lutte contre les violences faites aux femmes, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à Il faut faire. Et faire puis, aussi un plaidoyer pour des lois plus strictes. Donc, il y oui, a ça. oui, tu fais un truc comme ça, on te coupe le zizi. Oh, Non, pardon, je te demande pardon, je retire ce que j'ai dit. c'est trop radical, c'est pas la J'ai même manqué de chose. vigilance. Ah, non, 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 je te demande pardon. Ah, je me suis bien repris quand même, allez, oh, non, voilà, je suis allé un peu trop loin. Faut que je me ressaisisse là. Ça marche. Alors, donc, avant de passer maintenant rapidement encore à la dernière œuvre, la principale, l'œuvre phare, et enfin terminer en beauté avec la philosophie toucarative. Je vais te mettre un tout petit peu dans la sauce. Tout à l'heure, on disait que voilà, sur cet ouvrage collectif Moemo, mot à mot, il y a eu 10 auteurs togolais, d'accord? Donc, c'est aussi peut-être le moment de leur faire un petit shout-out. Du coup, il y a eu Aïe Renaud Dossavi, qui est le premier invité du projet des Étoiles du Bled de la saison 1. Il Oh, y a eu des Manan oui, Kafeshina. café chinois, oui. Il y a eu Gina De Fonti. Il y a eu Kalbesh Kuchonia. Il y a eu Kojo Agbemele. Il y a eu Mele, oui. Kokoe Senam Kouevi, avec qui j'ai fait la classe de terminale d'ailleurs. Oh, Il y a eu Maololo Alidja. Il y a mhm. eu toi, du coup. Il y a eu Thérèse Karoué Achal, qui, by the way, est une cousine à moi. Et enfin, il y a D'accord. eu Steve Bojona. 10 personnes, 5 hommes, Je 5 femmes. comprends pourquoi tu écris. Maintenant, dis-moi, si tu ne devais retenir qu'une personne parmi les 9 autres, Pourquoi tu veux me mettre dans la sauce, mon tu frère? prendrais qui? Tu Ça, veux, tu as décidé de me mettre c'est dans juste la pour le sauce. plaisir de te mettre de la sauce dans la sauce et puis après on continue. Je prendrais qui? Des 9 autres. Pour la sensibilité, pour la sensibilité, pour ma lointaine proximité avec elle. Je vais appeler ça comme ça. Pour ma lointaine proximité avec elle, je dirais Gina, Ok. parce que Gina a traversé des moments assez difficiles qui nous ont rapprochés. Mm. C'est une personne très, très, très fermée, avec qui on ne se parle pas souvent, mais à chaque fois que j'ai eu l'occasion de gratter un peu la surface, j'ai une dame sensible dans l'écriture, super profonde émotionnellement. Et comme j'écris à l'émotion, je dirais Gina, même Ok. si les 8 autres se valent pour moi. Ok. Et est-ce que tu pouvais proposer pour lecture une œuvre de Gina, ce serait laquelle? Si elle en a publié officiellement une. Si je devais donner un titre de Gina à lire à tout prix, c'est Rose et la couronne d'épines. Rose et la couronne d'épines. Mhm. Voilà. N'en dis pas plus, nous avons noté. Et voilà, si je retrouve les liens, les chers amis, je vous mettrai tout ça en description. Et by the way, je vous mettrai aussi voilà, les liens pour obtenir les œuvres, les ouvrages de Noun Faré, s'ils sont disponibles en ligne. Voilà. Donc, on en vient à Rival. Un livre qui a été auréolé du fameux prix Samben Ousmane, le prix Samben Ousmane du roman de l'Association des écrivains du Sénégal en 2021, si je ne me trompe pas. Yep. Euh, alors, Rival, c'est l'œuvre de toi que j'ai lue, vraiment, que j'ai pris une grosse claque. Et je me suis dit, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce qu'elle nous emmène? Quels sont les sujets qu'elle aborde? Je ne sais pas s'il faut qu'on en parle ou s'il faut qu'on dise aux gens d'aller lire. Mais quand même, je me dis, tu n'y es pas allé de main morte quand même. Qu'est-ce qui a inspiré Rival? Je ne suis pas allée de même morte en quoi faisant. C'est un livre. Et un C'est livre, bon, un livre où tu mets en opposition deux rivales pour le moins assez improbable. particulières, improbables, où la fille
où une fille se retrouve devant un spectacle et puis s'imagine des choses. Enfin, j'ai même pas envie de dire. Je pense que Bref, si, si je parle, je peux pas allez, parler. allez lire avant mon prochain roman qui est en cours de finition. Oh Donc, là là. En tout cas, franchement, ce sont des. On va pas trop tourner autour du pot. Tu y abordes des sujets assez poignants. c'est Le tabou. viol revient. La Mhm, question du viol, la question de la grossesse après le viol revient, de mhm, comment est-ce qu'on le gère, de comment est-ce que voilà une maman peut se sentir vis-à-vis d'un enfant qui est le fruit d'un viol. Et puis à ce moment en fait, on se demande est-ce qu'il faut en fait la condamner pour la façon dont elle se comporte après, ou est-ce qu'il faut la comprendre et lui pardonner? Finalement, en fait, elle se retrouve en fait dans un entre-deux et c'est difficile de la sanctionner. Mais en même temps, c'est difficile de ne pas la sanctionner. Toi-même, en fait, tu installes, tu places juste en fait la chose comme ça dans le livre, mais quelle est ta position par rapport à ça? Si on à prend quoi? juste ce sujet, genre À quoi? par rapport à ça, genre. Est-ce que c'est ça le rôle d'une maman? Traiter sa fille comme elle l'a fait dans ce livre? En fait, le Rival est assez. Rival est un roman à placer dans son contexte. Comme je le dis, je t'ai dit tout à l'heure que j'écris assez émotionnel. Mm, J'écris assez émotionnel et j'avais besoin de catharsis ok. par rapport à toute ma période adolescente. J'avais besoin d'en vouloir à quelqu'un. J'avais besoin de cibler quelqu'un. Et comme l'écriture catharsis était là sous la main, j'ai créé une mère, j'ai créé une fille, j'ai créé un univers à la fois d'opposition et de rapprochement. Parce que, quoi qu'on dise, cette mère et sa fille se ressemblent plus qu'elles ne le pensent. Elles se ressemblent plus qu'elles ne le pensent, l'une étant le miroir, ou du moins l'envers du miroir de l'autre. Et la question était beaucoup plus d'aborder justement des sujets tabous. Quel est le rapport des enfants à la sexualité de leurs parents? Mm, Quel est le rapport entre une mère et sa fille? Quel peut être le rapport entre un père et une enfant absente? Et l'autre idée, c'était de faire une sorte de poupée russe, d'imbriquer des histoires dans des histoires. mhm. J'ai essayé d'imbriquer l'histoire de la mère dans celle de la fille, de la mère dans celle de la grand-mère. En fait, je m'amusais, en fait. Mhm. Je m'amusais à l'écriture tout en mettant noir sur blanc des événements et des problèmes sociaux, on va dire. Oui, on retrouve aussi la question des professeurs qui se prennent peut-être pour ce qu'ils ne sont pas, qui se permettent des réflexions qu'ils ne doivent pas. Donc du coup, je dis ça, je ne dis rien, mais on comprend. Oui, Monsieur mais Mito, on le salue. ce professeur est inspiré de vrais professeurs que j'ai eus à l'université, En plus, qui ok. avait lu la partie là et qui m'avait dit, bah tiens, allez de l'avant. Bon, en fait, Rival, j'ai piqué dans la vie de tous les jours des gens autour de Mhm. moi et j'ai fait des caricatures. J'ai grossi, c'est-à-dire j'ai grossi les traits des gens vraiment dans la caricature. Mm. Tous les personnages sont des caricatures, en fait, dans Ok. Rival. En tout cas, on en a déjà beaucoup dit. Franchement, voilà, c'était juste en fait peut-être vous donner un petit avant-goût de ce qu'il y a dedans. Je vous invite à aller chercher Rival et voilà, on vous dira éventuellement où est-ce qu'on peut le trouver s'il est toujours accessible à Lomé et disponible à l'achat. Dans les librairies, à la librairie Aoudi à Dido Gomé. Ok. Aussi, comment dire, Aussi en version numérique sur Amazon. sur Amazon. Et du coup, et pour les autres, et pour les deux autres œuvres, du coup, pour Rival, toujours, La Sirène des Bas-Fonds, La toujours Sirène des Bains, à aussi à Aoudi. Audi et Motamo. Et mot à mot, le littéraire qui a une librairie en son sein. Ok. Et le club le littéraire, justement, Mhm. vend des livres, fait des foires aux livres, etc. et tout.
Ok. Et voilà. D'accord, c'est noté. Eh bah, Marthe, merci. Là, on a bouclé la partie présentation et la partie de sur ton œuvre, pardon. Et du coup, on va terminer en beauté avec la philosophie Toucarative. Tous les jours, on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux dossiers. C'est parti pour la philosophie Toucarative. Bien, 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 ma chère Marthe. Franchement, merci. Encore une fois, tu vois, j'ai pas respecté mon engagement de faire moins d'une heure d'émission. Je pense on est en train de dépasser là. Mais avec les anecdotes que tu nous as lâchées, des informations que même tes parents n'ont pas, et le fait qu'ils vont pouvoir finalement découvrir l'envers du décor. Grâce à cette émission, franchement, moi, voilà, on peut même faire 2 heures, je m'en fous. Et je suis sûr que les auditeurs qui nous accompagnent aussi sont en train de passer un agréable moment. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Et déjà, je te remercie pour la confiance et pour le fait, voilà, de te livrer aussi librement et avec autant de volonté. Franchement, merci, merci beaucoup et ça fait plaisir. Mais, Il y avait un mais, bien sûr. c'est la philosophie toucarative, hein. Donc, Allons-y. est-ce que tu es prête? Pas suffisamment, mais allons-y. Mais finalement, ça pique pas trop, hein. C'est tout gentil en vrai. Ta gentillesse, je la connais, Voilà, voilà, j'ai voilà, écouté les autres. c'est très, très, très gentil. Alors, Marthe, le 26 juin 2024, tu as été convoqué par la police nationale, puis placé en détention provisoire pour une vidéo postée sur TikTok. On va pas revenir sur le contenu de la vidéo et tout le tralala, mais au vu de ce que cela a engendré comme conséquence, malgré le fait que tu n'aies a priori rien fait de mal ou d'illégal, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Je crois que oui. Parce que pour moi, ce qui s'est passé ce jour-là est est un indicateur social. Un Parce que indicateur quoi qu'on social de dit, quoi? un indicateur social du mal-être de certaines personnes. Parce que quoi qu'on dise, ça n'a absolument aucun sens qu'une personne se mette en face d'un mur et gueule contre le mur pendant qu'elle est consciente que personne ne l'écoute, personne ne sait quoi. C'est des problèmes de santé mentale, c'est des problèmes de mal-être. Et si c'était à refaire, je crois que je l'aurais refait, sans hésiter. Ok. Du coup, mais... Et si tu savais que tu encourrais les mêmes conséquences, peut-être pire, tu le referais? Malgré le fait que tu as des enfants derrière qui t'attendent à la maison? Par contre, ça, avec du recul, non. Parce que je suis têtue, je suis très résiliente, mais si je vais dire que quelque chose m'a ébranlée ces dernières années de ma vie d'adulte, c'est cette histoire-là. Elle m'a, j'en suis encore traumatisée. Euh, je, j'ai des raisons pour lesquelles j'ai été, je suis, j'en bégaye même, mais j'ai des raisons pour lesquelles je reste traumatisée par cette affaire. Et est-ce que j'allais le refaire si j'avais la Tu... visibilité devant? Je pense que non, parce que ça a été les pires moments de ma vie d'adulte ces dernières années. Et du coup, si tu devais retenir une leçon, qu'est-ce que la vie en détention t'a enseigné? Si tu devais ressortir une chose. Que c'est jamais facile, que la vie n'est pas si facile que ça. Et en fait, tu sais, je crois que la surprise derrière, c'est que ça arrive à quelqu'un comme moi. Qui je suis, même si je suis personne, je pense que dans la vie publique togolaise, je suis quand même un nom. Que ça arrive à quelqu'un comme moi, je crois que ça, c'est ce qui a été le plus dur. J'ai un grand frère avocat, j'ai une petite sœur juriste, et penser que on t'a accroché pour un truc aussi bête. Ce que je retiens, c'est que
personne, je dis bien Personne n'est à personne, l'abri. est à l'abri. Mm. Absolument personne, évidemment. Euh, L'année dernière, tu t'es fait reprendre par les frères sénégalais après une publication. On pouvait Oh. insinuer que tu traitais le joueur de foot, Sadio Mané, de peut-être pédophile, lui qui venait de se marier à une fille de 19 ans. Rassure-nous, après ça, ils ne t'ont pas repris le prix sans Ben Ousmane, hein? Ils ne me reprendront jamais le prix sans Ben Ousmane. Les Mais puis, Sénégalais, moi, c'est une longue histoire d'amour, mais attends, cette affaire, il faut la contextualiser. La jeune, la question, je n'ai même, en fait, à l'époque, je n'avais même pas remis en cause le mariage. Parce que pas la petite, la dame avait 19 ans. mm, Déjà, c'est une majeure. Mais en fait, le problème que posait ce mariage, c'était la question de la dynamique de pouvoir. Est-ce que la maman ou le papa de la fille aurait donné sa fille de 19 ans, élève en classe de terminale, en mariage à un crevard? En fait, devant l'argent, tout le monde est prêt à manger son totem. Et dans cette culture-là, c'est les femmes qui en pâtissent le plus, en fait. C'était, en fait, cette approche. Et l'idée, j'avais fait un truc simple. J'ai écrit, j'ai dit, il épouse une fille de 19 ans et tout le monde applaudit. J'ai rien dit d'autre. Et puis, ça a créé, wow, c'était ma première sauce sur Internet. Autant j'étais habituée au clash des réseaux sociaux, le truc. Mais je vais te dire que ça m'avait, en fait, bousculé un peu. Du fait que ça avait pris de partout. Bon, le bon avantage, c'est que j'ai pris 5000 abonnés sur Facebook. Bravo. Amen. Mais le reste, c'est que les gens n'ont pas essayé de comprendre. Et après, j'ai fait une vidéo explicative que j'ai dû supprimer parce que la haine a continué. En fait, j'étais juste en train de faire une expérience sociale pour voir quelle serait l'approche, justement, que les gens prenaient. Mais c'est parti dans tous les sens à un moment donné. Bon, la publication, elle est encore là. Les gens pensent que je l'ai supprimée, mais non, je ne l'ai pas supprimée. J'ai plus de 10 000 commentaires sur lesquels 9 950 sont des insultes. Et ça m'a même mis en clash avec un de nos députés de l'époque. Voilà. Ah oui. En tout cas, c'est bien que ce soit recadré comme ça, mais bon. Passons à autre chose. Quelque part dans ton livre, les rivales, et même aussi dans une interview que tu donnes aussi par rapport à cette œuvre-là, tu nous laisses entendre et comprendre que pour toi, l'infidélité est naturelle chez l'homme avec grand H. Il faut avoir quand même le cran de se l'avouer, de se le dire. Est-ce que tu penses toujours que c'est le cas, ou est-ce qu'on a mal compris là où tu voulais en venir? L'humain, naturellement, est versatile, selon moi. Tu sais, enfin, l'humain, de manière générale, est tellement versatile que, en plus, plus il a quelque chose, plus il veut avoir autre chose. À tel point que, écoute, l'humain, un homme le plus, je ne sais pas, équilibré du monde, aurait Miss Monde comme épouse qu'il voudrait aller voir ailleurs. Une femme tout aussi équilibrée aurait, je ne sais pas, un Gérard Piqué et aussi voudrait aller voir ailleurs. En fait, la question, c'est beaucoup plus la question de l'insatisfaction humaine quant à nos possessions. De toutes les façons, une personne humaine, elle a quelque chose, elle veut toujours en avoir plus, même si aujourd'hui, la bien-pensance nous fait dire, ok, bon, moi, ma philosophie est la suivante. Une personne fidèle, c'est une personne qu'on n'a pas encore rattrapée. Du coup, partant de ça, tu pardonnes l'infidélité en amour? La jalousie ne fait pas partie de mon langage d'amour. Et donc, l'infidélité, tant que je la découvrirais, ce serait selon des conditions, ce serait des trucs, je pourrais pardonner ou pas. En fait, je suis une personne qui, c'est-à-dire, je peux prendre des décisions et des extrêmes. Je peux fermer les yeux sur certaines choses, comme je peux complètement les refuser.
Je crois que ça dépend des cadres, des conditions. Si c'est un mari, si c'est un copain, bon, on n'a aucun engagement, il fait ce qu'il veut. Si c'est un mari, euh, dans quel cadre, dans quelles conditions, mais de toutes les façons, la jalousie ne fait pas partie de mon langage d'amour. Donc, Aux jeunes Africains, tu disais il y a 5-6 ans que notre avenir est ici en Afrique et nulle part ailleurs. Le son de cloche reste le même aujourd'hui, notamment dans le contexte où de plus en plus de jeunes cherchent à quitter le pays par tous les moyens. je pense que notre futur reste l'Afrique. Même si aujourd'hui, de plus en plus, euh, nous avons des espaces sociaux, politiques décevants. Il faut clairement le dire. Nous avons de plus en plus d'espaces sociaux, politiques décevants. Mais je pense que notre avenir reste en Afrique. Parce que c'est à nous de construire ce continent. Qui d'autre le construit pour nous? On a des potentialités, on a des capacités et des potentialités. Aujourd'hui, nous n'avons pas les écoles qu'il faut pour apprendre ce qu'il faut, mais quand nous allons les apprendre ailleurs, revenons les investir. Je sais que c'est très, c'est très rêveur, Mm. mais je pense que notre continent a besoin de nous, même si dans certains, dans certains contextes et dans certaines conditions, euh, on peut croire que, enfin, on ne croit pas, on vit des désillusions, des illusions constantes, mais le son de cloche reste le même pour moi, mais avec quelques petits bémols aujourd'hui. Mm. Il n'a pas changé, mais je mets un bémol. Et Et c'est ça. justement, à ce propos, tu disais clairement, construisons notre Afrique pour en faire l'Eldorado dont nous rêvons et surtout l'Eldorado que nous pourrons léguer aux générations futures. Alors, la question qu'on se pose, et tu me diras si ton bémol réside dans cela, on fait comment pour le réaliser si on ne nous en donne pas les moyens? Exactement, c'est ça le bémol. C'est exactement ça le bémol. La question est tout simple que, c'est ce que je dis, la désillusion est clairement pour moi, c'est dans les espaces civiques. C'est-à-dire aujourd'hui, la liberté d'expression, par exemple, a beaucoup reculé en Afrique, dans certains pays. La question de l'investissement jeune. On a des espaces commerciaux fermés, ouverts aux étrangers et très peu favorisant les entrepreneurs locaux. Et récemment, j'ai eu à discuter avec deux entrepreneurs togolais dont je tairai le nom pour ne pas les mettre dans la sauce, où un m'a dit, Marthe, je suis obligé de délocaliser. Mon entreprise fait truc, mais j'ai des taxes allant jusqu'à 51%. Parfois, c'est-à-dire chaque année, il y a des taxes farfelues, des trucs comme ça. On nous prend, on nous affiche pour des réussites nationales, mais derrière, parfois c'est factice parce que il y a des taxes, il y a des trucs. À un moment donné, tu as l'impression qu'on fait tout pour te mettre un harnais au pied et l'attacher contre un truc pour que tu ne puisses pas évoluer, mais au même moment, on veut que vous évoluiez. Donc, je crois que il faut réinventer nos espaces sociaux, politiques et économiques. Politique en matière qu'aujourd'hui, la liberté d'expression n'a jamais tué personne. La liberté d'expression n'a jamais tué personne. Dans les pays où la liberté d'expression est super avancée, personne n'en est jamais mort. Parce qu'à des réformes, à de nouvelles réformes, de nouvelles lois et des manières de canaliser, que ça reste politiquement correct. Mais on ne peut pas brider tout le monde éternellement. Ça va finir par péter un jour. Et au même moment, on ne peut pas avoir une économie locale. C'est-à-dire que par exemple, pour les entrepreneurs, je parle de ça parce que le ministère dans lequel je suis a beaucoup travaillé avec des jeunes et je connais l'entrepreneuriat jeune pour le voir et travailler aux côtés. On ne peut pas longtemps continuer par dire ne voulez pas tous aller dans les bureaux, entreprenez et puis dans l'entrepreneuriat, on met tout ce qu'il faut en place pour que l'entrepreneuriat Ne marche pas. etc. Oui. En tout cas, merci.
Finalement, tu t'en es sorti. La philosophie elle a été plus philosophique que toucarative. Mais genre, pour revenir rapidement sur le premier élément que j'ai évoqué, franchement, je pense que depuis le lancement de mon livre à moi, on ne s'était pas revu. Et Mhm. moi, personnellement, quand je suis arrivé, j'ai tenu à venir te manifester mon soutien et tout. On ne se connaît pas particulièrement, Bien sûr. mais j'ai été surpris agréablement, enfin pas agréablement, j'ai été juste surpris par la positivité que tu dégageais. Je ne savais pas ce que tu vivais à l'intérieur de toi-même, mais le sourire, le fait même que tu essayais de blaguer et tout ça pendant ce moment, je me disais, waouh, cette go-là, elle est en train de vivre ça, genre du jour au lendemain, coupé de sa famille, de ses parents, tout le monde tour, court de gauche à droite, mais je vois qu'elle brille, quoi, genre qu'elle est radieuse, qu'elle essaye en tout cas de transmettre de la lumière et de la positivité. C'est un truc que tu dégageais par protection pour protéger les autres autour de toi, ou c'était juste une petite carapace que tu mettais alors qu'on est... C'était important d'être positif. C'était important d'être positif. Je, je suis la première traumatisée, mais il était hors de question que les personnes qui s'en prenaient à moi, de quelque nature que ce soit, se réjouissent de me voir au fond. Ça seulement, c'est, c'est mon côté rebelle, mon Rebelle. côté guerrière, qui fait que pour moi, il était hors de question que quelqu'un me voie au fond du trou. J'étais, je riais, je m'amusais, je taquinais les gens là et tout, parce que j'avais besoin de dédramatiser la situation Situation. présente pour pouvoir mieux la vivre. Mm. Parce que les premiers jours, le tout premier jour, j'ai pas compris la gravité de ce qui se passait. Pour moi, c'était juste un petit incident causé par le zèle Mm. d'un commissaire et que ça allait passer en fait. Et c'est deuxième jour, troisième jour que j'ai pris l'ampleur parce que beaucoup d'informations sont sorties dans la foulée et tout. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais personne ne me brisera, en tout cas, personne ne me fera briser. Mm. Je suis brisée, Marek. Je te jure que cette affaire m'a mise en morceaux, m'a émietté. Mais il était hors de question que je fasse plaisir à quelqu'un en me morfonnant sur mon... Est-ce que je pleurais? Oui. Quand j'étais finalement enfermée dans la pièce toute seule et tout, couchée, oui, je pleurais. Mais dès que j'avais l'occasion, dès que je devais entrer en contact avec quelqu'un, même avec les geôliers, j'étais toute souriante, toute pétillante parce que c'était... Et j'avais besoin de ça parce que ma mère était tout le temps là. Mm. Ma mère était, ma mère, à un moment donné, on a même dit qu'on ne pouvait plus avoir accès à moi, mais ma mère venait s'asseoir dans la cour. Et j'avais besoin d'être forte pour elle, j'avais besoin aussi de rassurer tout le monde. Mm. Vous qui veniez me voir, les gens qui s'inquiétaient pour moi, tu sais que les 3 premiers jours, j'ai rien dit à personne. Je ne sais même pas comment cette histoire s'est retrouvée dans les médias. Sinon, de base, j'ai absolument rien dit à personne. Même avec des collègues, je travaillais en ligne Ok. depuis longtemps parce que je me disais, bon, ça va passer, c'est truc et tout. Bon, tu sais, cette affaire, et je vais te faire une petite confidence, a fait que quand c'est la première partie est passée, c'est-à-dire quand je suis rentrée chez moi, on m'a dit liberté provisoire quand je suis rentrée chez moi. C'est que j'ai fait 8 jours là-bas. Mm. J'ai fait 8 jours. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai... C'est-à-dire, c'est chez moi que j'ai lâché prise. Je me suis enfermée, j'ai pris mes enfants, je suis allée donner à leur grand-mère. J'ai dit, j'avais besoin de me reposer. Et malgré ça, non. Au bout de 3, 4 jours, j'ai repris le travail. Mais j'ai failli même faire 2 fois d'accident tellement parce qu'au volant, je n'étais plus moi-même. Tu étais ailleurs. J'étais ailleurs. J'ai dû voir un psychiatre pour contenir et gérer ça. Et même dans le processus, j'ai subi une agression quelque part, mais donc, etc. et tout.
c'est quelque chose duquel on ne se relève pas facilement. Et je crois que c'est surtout parce que je ne m'y attends pas. Hmm. Euh, je ne comprends pas la... J'ai pas compris comment quelque chose comme ça arrivait à moi, Marthe. Et ensuite, j'ai même pas essayé de comprendre pourquoi. euh, C'est-à-dire, si quelqu'un m'avait dit que je passerais une nuit dans une cellule, à part la fois où mon père m'y a mis adolescente au collège, mon père m'y a déjà mis. Ok. Oh, tu étais arrivé en terrain connu. Adolescente au collège, tu te dis, merde, quoi, qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu réinterroges ta vie et c'est ça qui a fait que socialement, j'ai été en difficulté. Juin, juillet, août, septembre. Socialement, j'étais en difficulté. Je fréquentais plus des gens. Je restais refermée sur moi-même. J'ai dû d'ailleurs voyager pour m'éloigner de toute cette angoisse. Et la seule partie que je regrette dans ce voyage, c'est d'avoir laissé mes enfants parce que je n'avais pas la capacité émotionnelle de pouvoir les gérer ce moment-là. Et j'ai dû partir pour les... en fait, c'est... À chaque fois, tu te réinterroges, tu vois, je n'arrête pas d'en parler parce que je sais même pas où arrêter, Hmm. tellement c'est quelque chose qui m'a euh, brisé, ça a cassé quelque chose en moi. On va Ça dire. m'a fait perdre confiance en moi. Ça m'a fait perdre confiance en moi. Ça m'a fait perdre, ça m'a fait perdre la sérénité habituelle qu'est la mienne. Et ça m'a fait ne plus croire, malheureusement, au Togo. Je ne crois plus. C'est fort ce que je suis en train de te dire, mais je ne crois plus en ce pays parce qu'il m'a brisé. Voilà. On va pas essayer d'aller plus loin que ça, parce que tu risques de dire des choses beaucoup plus Exact, fortes et tout ça. Et on n'est pas exactement. obligé d'aller aussi loin. Et Non. comment dire, en tout cas, ce n'est pas une situation qu'on peut souhaiter même à son ennemi et tout. Nous, on a vu quelqu'un de fort, quelqu'un de résiliente et quelqu'un qui a tenu. Du coup, c'est passé aujourd'hui. Il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, il y a de nouvelles choses qui vont arriver, ce J'ai qui ne même laisse pas démissionné nous de vont mon plus boulot à faire. la suite de ça. J'ai dû démissionner de mon boulot à la suite de ça parce que j'avais plus l'équilibre nécessaire euh, pour travailler à l'époque, oui. Voilà. En tout cas, on va retenir que cette situation a fermé quelques portes, mais il y a de nouvelles portes qui se sont ouvertes, il y a de nouvelles portes qui s'ouvriront, et on ne peut en tout cas présager que du positif pour toi. Et je pense que c'est ce que je te souhaite, enfin, c'est ce que mes auditeurs vont te souhaiter après toute cette heure et demie passée ensemble, et c'est également ce que moi je te souhaite. Donc voilà. Marthe, je pense que ce moment. Franchement, je suis très content parce que, ouf, la quantité de confidences que tu m'as fait dans ces... J'ai jamais vu un niveau de confidence pareil dans l'émission. Donc, franchement, je te dis merci. Merci beaucoup pour la confiance. Mes auditeurs et moi te remercions. Et puis, au-delà de tout ça que nous te souhaitons déjà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de toi comme production littéraire dans les prochains mois ou dans les prochaines années? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter de plus? La sérénité. C'est Ok. tout. J'ai pas, j'ai, j'ai, en fait, je ne me savais pas aussi fragile, donc j'ai besoin de sérénité. J'ai besoin de paix émotionnellement. Ok. En termes de, d'attente par rapport à mes productions, en fait, le problème de Marthe, c'est qu'elle écrit plusieurs choses à la fois. Hmm. Et c'est celui qui lui parle qu'elle prend. Mais actuellement, je travaille sur... j'avais décidé de faire... j'avais commencé un livre que j'ai appelé 2024 sur le fil de l'injustice, Ok. mais je l'ai laissé et j'ai repris avec un projet que j'avais, Asrama, Fragment de vie, qui est un livre que j'annonce depuis un moment, qui parle de jeunesse, qui a pour contexte un établissement scolaire et tout.
Et j'ai travaillé dessus. Il est même ouvert sur mon ordinateur. Je continue de travailler dessus en espérant que d'ici à, à 6 mois, mon éditeur aura la version finale. En fait, il faut que je me trouve un éditeur, mais bon. Quoi qu'il en soit, que j'enverrai ce premier jet-là à un éditeur qui me fera des retours pour qu'on puisse le retravailler. Voilà. Sinon, Ok. je ne suis pas à l'abri de sortir plusieurs productions en même temps ou de les espacer. Mon problème, c'est que je ne suis pas écrivaine pour écrire des livres et les mettre à l'essence. Je suis écrivaine par émotion. Donc, tant que mes émotions s'y mettent, j'écrirai toujours. Ok. En tout cas, bah, on reste en attente. On est déjà content de savoir qu'il y a quand même des choses qui se font. Il y a des choses qui se concrétisent, mine de rien, malgré le fait que voilà, tu écris comme la poule mange, un peu. Mais si on est déjà quand même proche d'avoir 2, 3 projets, un projet dans les prochains mois, dans les prochaines années, d'ici l'année prochaine, disons, c'est déjà pas mal. Donc, merci. La sérénité, nous te la souhaitons. Et puis, peut-être un mot de fin pour les auditeurs et on s'arrête là. Un mot de fin, Marek m'a déshabillé, littéralement. Ouais, pas littéralement, hein, pardon. Je ne suis pas pas de problème Marek avec m'a le mise à barbecue, nu, je hein. me suis mise à nu. Il m'a cuisiné et je me suis mise à nu. En tout cas, c'était un plaisir. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je vais bien. C'est le plus important, je crois. Je vais bien. C'est tout ce que je veux dire. Écoute, nous sommes ravis de savoir que tu vas bien. Et puis, tout à l'heure, tu disais que tu ne savais pas à quel point tu étais fragile. Mais moi, je veux te dire pour finir que, à vrai dire, tu ne te rends pas compte d'à quel point tu as été forte. Parce que traverser tout ça et toujours avoir cette lumière-là, cette positivité, se présenter tout sourire et tout, continuer d'avancer, ne pas lâcher sa famille, ses amis et tout, et continuer de réaliser des choses. Parce qu'en ce moment, tu es sur quand même un projet très intéressant dont qu'on va pas forcément évoquer. On te laisse avancer dedans tranquillement et puis tu annonceras quand tu le voudras. Franchement, c'est fort. Et puis, voilà, tu es effectivement cette femme, cette dame de fer, digne des Bassarois, si je peux, digne du peuple de Bassar. Bien Et sûr. en tout cas, vraiment, on est très ravis pour toi. Et puis, voilà, on t'envoie beaucoup de force. Merci encore pour le temps que tu nous as accordé. Et chers auditeurs, voilà, hein, on a fait 1 heure et demie pratiquement ou un peu plus. Franchement, moi, je me suis régalé tout au long de l'émission. J'espère que c'était le cas pour vous aussi. Et puis, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, dans 2 ou 3 semaines pour un nouvel épisode des Étoiles du Bled. Portez-vous bien de là où vous êtes et à très bientôt. Ciao, ciao.